Mon nom est Martin Thomas Côté en compagnie de Jean-Nicolas Boucher et Alan Lévesque et vous écoutez Les Injustes. Nous sommes dans l'âge du geek. Dans cette ère d'égalité, d'acceptabilité et de justice des internets, règne une ombre. 4 chevaliers de la culture populaire vont briser les standards. Nul ne sera à l'abri de leurs opinions. En tout temps, en tout lieu, les Injustes. Messieurs, bonsoir. Bonsoir. Bien le bonjour. Comment allez-vous? Ça va relativement bien. Relativement? Ouais, un peu fatigué. Ah, Jean-Nic? Très bien, vous? Très bien, très bien. Je te dirais que l'automne est toujours une période un peu comme Alan, surchargée. J'ai pas autant de temps que j'aimerais l'avoir pour lire, écouter des films. Puis ces temps-ci, on pourrait faire un podcast version universitaire cinématographique. T'aimerais ça, Jean-Nic? Ben, Parce que on nous l'apporte. Parce que les films que j'ai vus sont pas des films geeks ou de culture populaire, mais on pourrait parler du documentaire Les Roses. Ah, mais t'es allé voir le nouveau Marvel, toi? T'as vu la déesse des mouches à feu? Ouais, qui est pas vraiment un Marvel, mais... Non, je suis allé le voir, puis honnêtement, ça fait peut-être un lien avec le sujet dont on va parler un peu plus tard, la crise des cinémas. J'en parlais avec Alan tout à l'heure. Pas que ça va sauver le cinéma, mais dans l'espèce d'entre où est-ce qu'on sait pas ce qu'on s'en va, c'est agréable de voir ce genre de film-là prendre l'affiche. Tu sais, t'as ça, t'as Les Roses, qui est un documentaire qui ont récolté presque 200 000 $. Tu sais, alors qu'un documentaire de l'ONF, d'habitude, si tu fais une pièce avec, t'es genre content. Là. C'est plus le contraire, d'habitude, ça te coûte de l'argent. T'as Slacks aussi, le film de Fantasia. Oui, hey, qu'on va avoir ici à Chicoutimi. Ben, on l'a, il est là. Il est là présentement. Il est là, je suis supposé aller le voir. C'est le monde à l'envers. C'est complètement le monde à l'envers. Donc, ça donne certaines occasions. Puis La déesse des mouches à feu, qui est un film basé sur le livre de Geneviève Peterson. Donc, je suis allé le voir aujourd'hui en avant-première. Puis honnêtement, c'est le fun de pouvoir voir ça sur grand écran. Tu sais, je suis pas sûr que ça n'aurait pas été dans un ciné-club, mettons, là. Si ça n'avait pas été de ce que l'on vit actuellement. Fait que ça va peut-être lui donner une chance de faire un peu de cash au cinéma. Et non, mais on aura l'occasion d'en parler. Donc, on pourrait se faire ça, toi puis moi, Jean-Nic, si tu veux. Toi qui es un grand connaisseur de cinéma. Absolument, ça va me Ouais. faire plaisir. Vous allez me parler, il y a des 40 films de Bergman aussi? Oui, ça s'appelle Marketplace et Amitié. C'est le nom de notre nouveau podcast. Je l'ai vendu, mon coffret de Bergman. Pour les auditeurs, il y a Jean-Nic qui avait un superbe coffret Criterion. Tu sais, Criterion font vraiment des beaux coffrets. Je pense que j'ai Seven Samurai puis Godzilla ici, qui sont vraiment 2 beaux coffrets. Puis ça coûte quand même la peau du cul, on va se le dire. Là. C'est pas des éditions qui coûtent pas cher. Celle de Robocop me brise le cœur parce que j'aurais tellement dû l'acheter dans le temps qu'elle coûtait pas trop cher. Ben, d'ailleurs, c'est les premiers qui l'avaient sorti en Laserdisc. Ouais. Il y avait la version Uncut à ce moment-là où on voyait la main éclater. Elle est superbe, sérieusement, la version de Robocop de Criterion. Vous avez vu la version justement de Godzilla avec le gros livre là, qui fait à peu près 30 pouces de haut. Je l'ai pas rien vu, je la possède. Il est superbe. Il est vraiment magnifique. Mais c'est des films qui coûtent la peau du cul. Puis Jean-Nic en avait à vendre Bergman. Oui. Seven Seal, t'avais ça? Ouais. Ben exact, ça fait partie du site. Il était Bergman, c'est un réalisateur suédois là, qui a inspiré beaucoup de réalisateurs modernes. Je te dirais que tu as le Seven Seal que je pense que tout le monde doit avoir vu. Oui. Puis d'ailleurs, ça fait un pont avec ce qu'on a parlé il y a 2 semaines, parce que Seven Seal, c'est un film sur les croisades. C'est une grande réflexion psychologique. La mort qui joue aux échecs avec un croisé. C'est cette image-là de la mort qui joue avec un gars des croisades aux échecs. Puis c'est ce qui a inspiré le personnage de la mort dans Bill and Ted. Effectivement. Le deuxième, en fait. Effectivement. En tout cas, bref, c'est des bons films. Je les ai pas tous vus, mais j'ai vu celui-là, puis c'est un bon film. Oui. Bref, t'avais ça à vendre. Mais le pauvre Jean-Nic est allé vendre ça sur Marketplace entre une caisse de films VHS, puis 2 poussettes qui ont déjà servi, puis 3 pyjamas pour enfants, 0-6 mois. Si vous voulez faire un test, faites une recherche de Bergman dans le Marketplace, puis ça va vous sortir les scooters Bergman. Ben, à ma défense, là, je me doutais que je ne le vendrais pas nécessairement dans la région. C'est un coffret qui est quand même pas donné. Là. Ça vaut à peu près 500 $. T'as vendu ça 300 $. Il y a quelqu'un qui a écrit « C'est quoi et pourquoi ça coûte aussi cher? » Ben oui, je l'ai vendu. Il y a un gars de la Nouvelle-Écosse qui me l'a acheté, puis j'y ai shippé. Mais tu sais, je me disais tout d'un coup que quelqu'un le voudrait dans la région. Le pauvre gars qui est habitué d'offrir 10-12$ à peu près tous les articles vient de voir passer de quoi à 300$, puis il comprend pas. Là. Il a pas vu c'était surtout que d'habitude, tu achètes des lots de DVD, genre c'est 100 pour 20$. C'est ça.
Ben genre, venez chercher, puis pognez-vous un sac comme aux pommes. Prends des DVD, puis tu me donneras de l'argent après. Lui, ça va vendre ça 300$. Écoute, ça faisait longtemps que j'avais Je pas ri. vous envoie paître. Non, mais Jean-Luc, tu m'as fait rire. Honnêtement, le rire, c'est la santé, puis tu m'as fait rire. Ça. Ben oui. Mais ça explique, par exemple, que, effectivement, puis c'est le cas de pas mal tous les collectionneurs, on achète des trucs, tu sais, oui, qui ont de la valeur, mais dans des marchés plus petits comme Saguenay, tu sais, je veux dire, tu vends des... Tu sais, j'ai des statues en haut, là, qui sont limitées puis numérotées, là. Je mets ça en vente demain matin, là. C'est une discussion que j'ai souvent avec ma conjointe. J'ai aussi une collection de cartes Magic, puis je dévoilerai pas le prix, mais j'en ai quand même Ah, mais pas ça, mal. t'as un meilleur marché pour ça, là. Oui, mais tu sais, je veux dire, un, il faut que tu les vendes à l'unité, puis deux, c'est beau de les avoir, mais tu sais, ma conjointe me dit tout le temps, ouais, ça, je sais que ça vaut cher, mais as-tu l'intention de la vendre? Non. Ben, elle dit, ça vaut pas cher d'abord. Ben, c'est un peu ça. Puis le pire qui était en région, vu qu'il y a pas assez là, tu te rends compte à un moment donné que c'est toujours les 5 mêmes personnes qui les achètent pas. Ils les échangent. Ça fait que ta collection ne diminue jamais, puis 10 ans plus tard, tu te rends compte que, Chris, je l'avais pas déjà eu. C'est pas la mienne que j'avais il y a 10 ans, celle-là. Ou encore, il faut que tu vendes à super rabais parce que, justement, il y a peu ou pas de personnes. Tu sais, c'est comme ça. Comme si on met à vendre notre collection de TP en haut, ben, à moins de vouloir shipper à l'extérieur de la région, ben, tu vas vendre ça à des prix ridicules. Là, tu vas vendre ça à des prix vraiment ridicules. C'est dommage, c'est comme ça. Mais regarde, que voulez-vous, ça fait partie de... De toute façon, quand tu es collectionneur, tu vends pas. Exact. Normalement, c'est ça. Et la plus belle pièce de ta collection, c'est celle que tu n'as pas. Celle qui manque, mais ça, il s'en rajoute. Toujours ça. Mais c'est très drôle là-dessus parce qu'il y a justement un coffret que j'ai déjà vendu, que j'aimais particulièrement de Fantasme, qui est une série de films d'horreur. Puis c'était comme une espèce de grosse boule, puis je l'ai échangé. Puis finalement, ma conjointe me l'a réoffert à Noël, il y a 2 ou 3 ans, après genre 7 ans, parce que je la voulais vraiment, mais là, elle était rendue impossible à trouver. Puis c'est probablement la mienne qu'elle a retrouvée ici dans la région. Parce que, tu sais, c'est un coffret, c'est quand même niche. Puis en plus, je l'avais fait venir d'Angleterre, ce coffret-là. Fait que je suis pas mal sûr que c'est la mienne. T'as récupéré ce que t'as. Et ça prouve mon point. C'est ça, c'est exactement ce qu'Alan disait. Ah, écoute, c'est comme ça. Hey, gros menu aujourd'hui. Tout de suite après notre podcast à moi et Jean-Nic, qui va s'appeler Marketplace et Plaisir. On va vous faire l'édition des Injustes. On va parler évidemment de Dune, de Denis Villeneuve. Mandalorian aussi, qui a eu une bande-annonce pour la 2e saison. On va revenir sur qu'est-ce qui se passe avec le cinéma. Tenet, Mulan, Wonder Woman. Est-ce qu'on va retourner au cinéma cette année? Ça, c'est la grosse question. Parlant de Wonder Woman, sa série sur Black Label, c'est terminé. Moi et Jean-Nic, moi et Alan, on a eu l'occasion de le lire parce que c'est moi qui ai l'unique copie. Fait que là, il faudrait que je la prête à Jean-Nic. Je vais avoir les autres copies samedi. Oui, je sais. Fait que là, dans le fond, Jean-Nic, je te prêterai pas. Là. Tu vas attendre samedi. Ben, vous avez besoin de pas me spoiler. On va te spoiler full pin, là. Tu vas voir, on va t'en reparler tout à l'heure. Vous allez parler de Questions, de Boys et bien d'autres choses. Nos poisons, évidemment, à la fin du podcast, comme habitude. Et on commence ça avec les bandes-annonces trailers qui sont sorties cette semaine. On va commencer avec Dune de Denis Villeneuve. On attendait les premières images. On avait reçu quelques photos de la part de Entertainment. Je pense qu'il y avait les premières photos exclusives. Exact, qui ont publié les premières photos. Photos, c'est tel que tel. De voir... en action, c'est autre chose. Assez surpris, moi, du montage qu'on a fait avec la bande-annonce de 1984. Moi, tout le monde m'avait dit que ce film-là était pas réussi, puis là, on copie scène pour scène. Ben, je suis pas sûr qu'ils ont copié scène pour scène, mais c'est parce qu'il faut jamais oublier, dans le film de Finch, il y avait plusieurs moments qui fonctionnaient bien. En fait, moi, je pense que c'est une manière, parce qu'il est reconnu pour être un peu un ratage, le film de Lynch. Parce que, tu sais, Lynch, c'est un gars qui fait un cinéma, tu sais, plus indépendant habituellement, qui travaille beaucoup dans le surréalisme. Ça, c'est son gros projet commercial. Puis lui, c'est pas un film sur lequel il a aimé travailler. C'est un peu comme le mouton noir de sa filmographie. En plus, tu sais, il a adapté un roman qui est hyper culte, qui a des fans qui sont très, très, très demandants, genre presque pire que Star Wars. Fait que ça a créé une espèce de clash. Le film est pas mauvais, mais il vieillit pas particulièrement bien. Il plaît pas nécessairement aux fans de Dune, puis il plaît pas nécessairement aux fans de Lynch non plus. Mais on a récupéré les scènes presque 5%. Mais oui, mais je pense que c'est une manière de Villeneuve de dire comme genre, je l'aime bien, moi, ton film, puis, tu sais, je le reconnais, il est important, je vais faire autre chose, mais on passe pas par-dessus. Puis, il faut pas oublier que dans le film de Lynch, justement, aussi, il y a le problème, c'est que la première partie du film va mieux marcher que la deuxième, parce qu'il y a assez de rusher le deuxième roman dans le premier roman pour compléter une histoire complète, tandis que Denis Villeneuve s'est pas mis cette barrure-là. Non, je pense qu'il y a vraiment 2 films, là. Si le studio débloque pas le budget pour qu'on ait une suite, on n'a pas un film complet. Un peu comme Hit, dans le fond?
Ouais, effectivement. Ça Mais ressemble un peu Empire, à parce ça. que Hit, on avait une finale où le clown mourait. Mhm. Sauf que là, j'ai l'impression que dans celui-là, on va arriver avec la révélation de Muad'Dib à peu près, puis il va manquer un gros bout. Mais là, on va se le dire, les images sont superbes. Là. Écoute, Ah, je pense c'est qu'on n'a pas un mot à magnifique. dire. Là. C'est encore du grand Denis Villeneuve. Si vous n'avez pas aimé Blade Runner 2049 pour l'histoire, vous avez assurément apprécié ce que vous avez vu pareil. Là. Ouais, les acteurs ont l'air à torcher Oscar Isaac, Ah, y a-tu sérieusement. du beau monde là-dedans? Ouais, les Ah, Jason Bautista est là ouais, aussi. Bautista C'est est un là. casting. Le casting est complètement fou. Puis- Je n'avais pas réalisé à quel point il y avait du bon casting. Puis moi, je m'étais posé la question, parce qu'il faut pas oublier dans Dune, juste pour mettre un contexte de pourquoi que tout ce qu'on voit là-dedans a de l'air semi-cheap puis pas ultra avancé. C'est parce que dans l'univers de Dune, il y a eu le djihad butlérien. Pour résumer ça de façon très simple, Skynet est arrivé pour de vrai, mais l'humanité a fini par gagner la guerre. Et si tu réussis à gagner la guerre contre l'intelligence artificielle, qu'est-ce que tu ne refais pas? De la technologie. De la technologie, de l'intelligence artificielle. Donc, l'intelligence artificielle, les ordinateurs, tu sais, tout ce qui est cybernétique n'existe pas dans l'univers de Dune. C'est que quand tu vois la maison Atreides avec leur vaisseau, c'est des libellules qui volent des ailes, c'est parce que tout est mécanique, c'est que leurs vaisseaux qui volent et sont aussi avancés que nos avions de la Deuxième Guerre mondiale. C'est quand même incroyable. Mais ça donne des prises de vue encore faites par Denis Villeneuve qui ont l'air tout simplement complètement folles. Puis j'adore Blade Runner, mais je le trouve un peu trop orange. Là, on est plus dans le vert, dans le jaune. Les palettes de couleurs sont plus Le Blade éclatées. Runner, à la fin, J'espère était qu'on- blanc pas à peu près. là. Ouais, ben il y avait du bleu, il y avait de l'eau. là. C'était Il des y avait du vagues blanc, par-dessus il y avait vagues. de la neige à la fin. il y Puis avait- tu sais, Rival quand- était très vert. Quand on pense à Ouais. Blade Runner, d'habitude, on pense à la Californie en ce moment. Là. Ouais, C'est exact, orange, c'est il y a très de la orange, viande, là. puis, Mais encore une fois, moi, je suis sûr qu'on va être épaté par. Maintenant, reste à savoir si ça va passer auprès du public. Tu sais, je donne toujours le même exemple de mes deux matantes qui étaient venues voir, pas mes matantes à moi, mais deux stéréotypes, là, appelons-les Gertrude et Ginette, qui avaient vu à Tout le monde en parle Denis Villeneuve, puis que c'était chic et bon goût d'aller voir le film de Denis Villeneuve, puis quand ils sont arrivés là, puis je leur ai dit que c'était la suite d'un film, ils ont fait comme quoi. ah oui, et qui n'ont pas accroché Non, pas tout. ben, avec Dune, il y a une grosse différence. C'est parce qu'au niveau de la science-fiction, c'est un des plus grands chefs-d'œuvre de la science-fiction, mais il est plus facile à aller chercher le monde en général parce que c'est très religieux, c'est beaucoup porté sur la croyance. Tu sais, c'est toutes des choses qu'on a déjà de base dans nos vies quotidiennes. Bref, on a les références. On c'est a ce les que tu dis. références. Ça fait que, tu sais, tu as un élu, tu as une religion qui existe par rapport à ça, tout tourne alentour. C'est que, tu sais, c'est vraiment des matières connues qu'on maîtrise, qui font partie de notre vie quotidienne. Donc, c'est plus facile de se rattacher à ce film-là que, mettons, Blade Runner, avec surtout le 2049, où ce que c'était... Est-ce que je suis humain? Est-ce que le robot qui est à côté peut avoir les mêmes sentiments que moi? Puis est-ce que je peux l'aimer puis se détacher de ça? Ou est-ce que c'était un peu plus niche? Philosophique un peu. là. Philosophique un peu. En plus d'être la suite d'un film qui, oui, est culte, mais n'est quand même pas grand public. Là. Non, puis qui n'avait pas connu un grand succès sale non plus. Là. Ouais, exact. Tu sais, Blade Runner, quand tu l'écoutes, c'est parce que tu veux l'écouter. Tu n'écoutes pas ça parce que tu n'as rien d'autre à faire et que tu veux te relaxer, mettons. Là. C'est pas un film pour ça. Se mettre avant d'aller se coucher. Ouais, genre, c'est pas tellement. Là. Mais ça m'amène à vous dire, est-ce qu'on va le voir sur grand écran? Ben, certainement pas cette année. On le verra pas cette année, je pense pas non plus. Ça m'étonnerait bien gros qu'au mois de décembre, on puisse aller voir Dune. Ben, ça, encore une fois, là, ce qui va décider, c'est parce qu'on va parler tantôt des box-office heroes. Ce qui arrive, c'est qu'aux États-Unis, avec la situation qui se présente, c'est que la Californie puis New York, les cinémas sont Sont pas encore ouverts. fermés. Ouais, ça a vraiment fait mal à la C'est tête. ça que ça fait super mal. Et là aussi, on va voir une autre réalité qui va frapper parce que là, en Europe, en France, c'est la rentrée scolaire. Ça fait qu'eux autres, là, ils ont peur à le problème que ça peut arriver, c'est qu'est-ce que ça va ressembler dans les 2 prochains mois en Europe? Est-ce que les cinémas vont plus rouvrir ou plus fermer? Et le gros problème qu'on a, c'est que la première vague, si on peut appeler ça des vagues, là, la première fois qu'on a parlé de confinement, on avait quand même juste 2 mois à patienter avant que l'été arrive. Là, on a 8 mois passant dedans. Là. Fait que j'ai hâte de voir comment on va gérer ça de pays en pays. C'est des box-office qui ont besoin des chiffres d'à peu près partout. Ils ne peuvent pas se concentrer uniquement sur le box-office américain ou nord-américain. Ça leur prend des chiffres un peu partout. Puis ça nous amène au prochain sujet avant de passer à Mandalorian. Mulan, puis Tenet. Moi, j'avais mis un gros 2$ sur Tenet. Et là, écoute, Plus ça avance, plus Moulin Ok, est en train de gagner du ben, terrain. Là. Si on parle de Tenet, présentement, la semaine passée, on parlait de 201 millions international. à peu près. On parlait d'une vingtaine de millions nord-américains, puis ça comptait une semaine au Canada, plus la fin de semaine complète de congé des États-Unis, c'est-à-dire c'est un long week-end de 4 à 5 jours. Puis leur prédiction pour en fin de semaine, c'est 2 points quelques millions. Exactement, ça fait qu'on parle d'un film que possiblement fait lundi, s'il atteint le 250 millions international, on va être surpris.
Et les chiffres qui ont commencé à sortir aujourd'hui pour Mulan, juste aux États-Unis, on va parler du USA, là, donc les États-Unis d'Amérique, on parle de pas loin de 30% des abonnés qui ont loué le film. Et ça, je crois pas. Je comprends pas ça. Non, Puis, on parle de 261 millions de dollars US et 100% des profits sont dans les poches de Disney. Ouais. Ils considéraient que pour être rentable, il fallait que 14% des abonnés paient pour le film. Et je peux pas croire qu'il y a 30% du monde qui ont payé pour ce film. J'ai de la misère à le croire, mais... Si je ne comprends. Alors, visiblement, c'est nous autres qui est dans le champ, parce qu'avec les trolls, ça n'a pas fonctionné du tout. Là. Imaginez-vous s'il n'y avait eu pas la loi en Europe qui fait que si tu payes pour un service pour pas louer quelque chose de plus, si le film avait sorti aussi en Europe, puis possiblement qu'en Europe, là, il y aurait eu au moins 20% des abonnés qui l'auraient loué. Ce film-là aurait fait 500 millions facile, clair, net, cash dans les poches de Disney. Parce que vous l'avez pas évoqué, là, mais la semaine dernière, il est sorti comme quoi Warner aurait gonflé le chiffre pour Tenet. Puis, en plus. Et là, ils se sont backés et on ne connaît pas en ce moment les chiffres officiels pour Tenet. C'est ça le gonflage, parce qu'ils ont sur le 20 millions, ils ont compté la semaine complète du Canada plus le long week-end. Ils ont dit on a fait 20 millions au States, mais au final, c'était tout ce qui avait été fait avant en Amérique plus. Fait que c'est pas 20 millions qu'ils ont fait au States, c'est 9. Et là, ça change la donne. Là. C'est la moitié moins de ce qu'ils ont annoncé. Mais c'est une fucking catastrophe. Puis tu sais, tu l'as bien mentionné, en ayant Los Angeles et New York de fermer, c'est sûr que tu donnes aucune chance à un film. Là. Moi, je suis allé au cinéma à New York. Là. C'est des Christy de grosses salles. Là, mais même ici, la réalité, on fera rien qu'au Québec. Tu vas à Montréal, c'est encore très tranquille. Là, c'est très difficile de sortir encore des régions comme Montréal. Très, très difficile. Nous autres, on y va au cinéma, il n'y a aucun problème, mais à Montréal, c'est encore tough. Puis on se le disait, Tenet, ça serait pas... C'est un film qui a un gros potentiel, mais il faut qu'il y ait beaucoup de jambes. Il faut qu'il y ait un bouche à oreille. Puis il faut qu'à toutes les semaines, il y ait des gens qui continuent parce que le film n'aura pas vraiment de compétition. Et là, le problème, c'est qu'il est en train de s'essouffler même sans avoir de compétition. C'est le problème de Tenet qu'on a parlé la dernière fois dans le dernier podcast, c'est que c'est un film qui est magistral, qui est super beau, sauf que c'est pas mainstream. Si tu es un grand fan de Nolan, tu vas vouloir aller voir une deuxième fois, si tu vas voir un film et que Nolan, pour toi, tu t'en sacs totalement. Tu n'as pas aimé Interstellar parce que tu as eu mal à la tête, tu vas aller voir ce film-là, tu vas faire « Ah ». Exact. Mais malgré ce que tu me dis sur Mulan, il y a quand même beaucoup de rumeurs qui pensent à une sortie en cinéma de Black Widow. Avec les chiffres qu'il vient d'avoir là? Ben, c'était la dernière nouvelle que moi j'avais lue ce matin. Non, présentement, les dernières nouvelles, c'est que Black Widow, ils sont en étude pour le reporter en 2021 ou le sortir avant. Moi, si j'étais à Disney, si la situation ne s'améliore pas, une semaine avant Noël, je le mettrais sur VOD. C'est sûr qu'il y a une possibilité de faire du cash là encore. Du cash en salle. Il y a une très grosse possibilité. Des vacances, des fêtes, que les familles se réunissent. Peut-être même confinées à maison. Parce que, pour certains États ou autres. Là. Le seul studio qui a des chiffres sur les cinémas officiels présentement, c'est Warner. Avec leur grosse sortie de l'année, Tenet, c'est quoi la première chose qu'ils ont faite? Ils sont allés repousser Wonder Woman, qui est à leur prochain. Techniquement, c'est à leur autre gros gazon. Kingsman ont fait la même chose. Ils n'ont même pas attendu. Ils n'ont pas attendu. On n'a pas encore entendu parler de James Bond. Et pour moi, Sony va backer, c'est sûr et certain. Sony ne voudra pas s'aventurer avec James Bond, c'est sûr et certain. Pas de ça. Puis Sony sans avoir de gros problèmes financiers, là, ils ne peuvent pas se permettre d'avoir 2-3 échecs de suite. En ce moment, là, ça lui prend des films qui cartonnent. Puis là, Wonder Woman, il y a encore une sortie en salle pour décembre. 25 décembre. Hey, 25 décembre. Pensez-vous que Wonder Woman va sortir à Noël au cinéma? Un 25 décembre. Moi, je suis convaincu qu'il va être repoussé l'année prochaine. S'il sort le 25 décembre, on va voir la naissance de Jésus 2. Non, mais ça n'a pas de bon sens. De toute façon, c'est pas un temps propice tant que ça pour ça, surtout cette année. C'est le genre de sortie qui va être étalé sur tellement de jours, ça va être difficile d'avoir des chiffres, là, parce que, tu sais, ces semaines-là au cinéma, il faut que tu attendes quasiment le 1er janvier avant de savoir quel argent ça a fait. À moins qu'ils visent le fait que les cinémas vont être encore ouverts, mais qu'on va avoir des rassemblements de moins de 5 personnes, c'est que Noël ne sera pas fêté, c'est que le monde va aller brailler au cinéma. Peut-être, mais moi, je ne vois pas Wonder Woman avant au moins l'an prochain. Puis le cinéma va devoir se poser la question... comment on fait pour vivre jusque-là? Ben, c'est ça, là. Comment on va faire pour vivre? Puis qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce qu'on peut faire réellement quelque chose avant le vaccin? Parce que même en janvier, février, mars... Ouais, on dit ça. L'année prochaine, c'est comme une porte facile, mais on va être à la même place ça en va janvier. être le même endroit. Tant et aussi longtemps qu'il n'y a pas de vaccin, ça va être la même problématique. Les gens ne veulent pas sortir, ils ne veulent pas y aller. Ils se sont essayés. On ne peut pas dire qu'ils ne se sont pas essayés. Et là, qui va ramasser ça peut-être à rabais? Il y a peut-être, tu sais, j'aime beaucoup, moi, l'adage qui dit crise égale opportunité. On se souvient tous, dans les années 70, bon, on se souvient, on ne l'a pas vécu, mais on l'a tous lu. Là. Vous avez tous lu des livres sur Star Wars. Là. Dans quelles conditions étaient les salles de cinéma à la fin des années 60, début des années 70, même fin des années 70. Et la crise égale opportunité. Lucas les a sauvé le cul.
Est-ce qu'il y a quelqu'un, quelque part, qui va voir une opportunité avec des salles qui ferment ou du monde qui vendent ou des faillites? Ouais, mais le problème, c'est que dès que tu es en région comme nous autres, où on a un cinéma qui frôle le 30 ans, qui va devoir investir pour en mettre ça au goût du jour. Puis, tu sais, puis possiblement, puis aussi, tu vas prendre l'autre réalité. Les cinémas qui sont des centres d'achat comme nous autres, il y en a plusieurs à travers la province, à travers le monde. Si les centres d'achat commencent à fermer un après les autres aussi, le cinéma, qu'est-ce qu'il fait dedans? Effectivement, mais la nature a horreur du vide. S'il y a une demande à un moment donné, il n'y aura pas le choix d'en avoir. Là. Ça ne sera peut-être pas de la même façon. Ils ne feront peut-être pas les mêmes montants. Il y a peut-être des budgets qui vont devoir baisser. Il n'y a rien qui dit non plus que... Je sais pas. C'est inquiétant à tout de moins. Là, parce que moi, je vais vous dire bien franchement, il y a certains films de Netflix, ça me dérange pas comme The Old Guard de voir ça sur mon écran de TV. Mais quand j'ai écouté Mulan, parce que je l'ai vu, là, clairement, c'était fait pour écouter sur un grand écran. Là. Juste Bill Ted, même s'il était cheap. Ça m'y fait chier. Non, c'était fait pour être vu sur grand écran. Il n'y avait aucun rapport. Puis, tu sais, je vous parlais tout à l'heure que ça donne l'opportunité à d'autres films d'être vus sur grand écran. Tu sais, quand j'ai vu La déesse des mouches à feu ce matin, il y a une ambiance, il y a une réaction dans la salle, il y a quelque chose que je recherche, que j'ai pas assis chez nous avec mon cellulaire dans les mains. Parce que c'est comme ça que ça finit, hein, en passant le 3/4 du temps. Là. C'est difficile de se couper de ça. Non, t'écoutes puis tu checkes en même temps ton cellulaire. C'est très dommage. On va suivre ça, bien évidemment, puis on va vous en reparler au fur et à mesure qu'on va avoir des nouvelles. Pendant ce temps-là, Disney Plus a le vent dans les voiles. Hey, honnêtement, autant j'avais prédit que Disney Plus allait tuer Netflix à leur sortie, autant j'avais prédit que Disney Plus allait se péter à gueule avec Mulan. J'ai eu tort les deux fois. Les deux fois. Les deux se portent à merveille. C'est-à-dire qu'ils se sont pétés à gueule là, quand ils se sont lancés. Mais le plus gros problème de Mulan, c'est qu'on fait partie d'un groupuscule que le film n'a aucun intérêt. Mais il est bon, je l'ai écouté, c'est très bon. Ah, mais à la base, avait-tu l'intérêt pour le film? Non, je serais pas peut-être allé avec les enfants parce que j'ai des enfants. Parce que tes mais enfants... pas moi, personnellement. Si tu prends ton cercle d'amis proches, le monde fait ça. Hey, Mulan, on va aller voir Mulan. Mais en même temps, Alan, Mulan, c'est pas notre génération. Je veux dire, moi, Aladdin, là, je suis allé. Parce que c'était ma génération quand j'étais plus jeune. J'étais déjà trop vieux, moi, c'est ça. Puis le Roi Lion, j'y suis allé aussi et je me suis emmerdé. Je suis sorti de là. J'avais quasiment le goût de crisser mon popcorn au bout de mes bras. Là. Asti que c'était mauvais. Mais ils ont réussi. Là. Tout le monde a eu ça, le Roi Lion. Tout le monde est allé le voir. Tout le monde est allé le voir. Puis tu sais, Mulan, je te dirais là, que pour les avoir presque tous vus, les live action qu'ils ont fait, La Belle et la Bête, ils ont refait Le Livre de la Jungle, ils ont fait Aladdin, ils ont fait Maleficent. Bon, je les ai pas mal toutes vues. Là. Je te dirais que c'est pas mal leur plus réussi. Puis c'est-tu vrai que c'est une Jedi? Ouais, elle a des pouvoirs, puis c'est un peu con, mais ça, en tout cas. Mais c'est quand même leur mieux réussi, je trouve. Visuellement parlant, c'est superbe. Avoir la bande-annonce, avoir une attention aux détails. C'est un film à grand déploiement. C'est ça, là, vraiment. Mais tu sais, ça a été pensé pour être vu sur des grands écrans. Ah oui, ça a été pensé pour IMAX, là, pas pour... anyway, pas pour Disney, ça fait plus de 20 ans qu'ils sont comme ça. Moi, je me rappelle, à l'époque que le Blu-ray avait commencé, je courais après les films de Disney au cinéma, puis même après, je les achetais parce qu'au côté travail d'image puis couleur, même encore de nos jours, ils sont dans le top. Là. Écoute, Tron Legacy, là, c'était quelque chose au cinéma. Là. Oui. C'était beau. Même à l'époque, qu'il avait commencé à faire le live action, qu'il avait fait Cendrillon, qui est un des premiers. Oui, il était très beau. Très, très beau. Côté couleur, tout fonctionnait super bien. Tout est beau. L'esthétique est belle. Visuellement, c'est le fun. Puis ils ont de l'argent, ça coule. Écoute, Aladdin, c'est la même affaire. Là. Les images qu'ils ont faites du Moyen-Orient, puis ils se sont imprégnés de la culture, puis ils en ont profité. Là, je veux dire, ils en ont mis plus que le client demande. Puis c'est même chose avec Mulan. C'est vraiment beau, les images qu'ils ont fait. Mais vu sur mon MacBook Pro de 13 pouces. C'est ça pareil. T'sais. Pour The Old Guard, c'est correct parce que ça triche les mauvais effets spéciaux. Puis tu te dis à la limite que ça a presque l'air d'un chef-d'œuvre. Mais dès que tu passes au grand écran, ça tient plus des films comme ça. Mais bon, c'est triste. Puis Wonder Woman, j'ai hâte, là. Ben oui. Ça a l'air bon. Puis James Bond aussi, j'ai hâte. Même si les nouveaux James Bond sont tellement rendus compliqués que ça faut que tu traînes un dictionnaire avec toi, là. Calisse que c'est compliqué. J'ai réécouté Skyfall il n'y a pas longtemps. Là, pour que le plan fonctionne, là, il fallait pas que... Hein? Moment? Il fallait pas que... Fallait pas qu'il se trompe. Fallait pas qu'il se trompe. Mettons qu'il y a beaucoup de hasards qui sont arrivés qu'il fallait qu'ils arrivent. On s'attend à ça. C'est ça un bon James Bond. Tout ça pour un crise de problème d'Oedipe profond. Là. Profond, tu dis, toi? On n'écoute pas un James Bond pour en apprendre sur le travail d'un agent secret typique. Non, mais c'est quand même triste d'avoir un plan aussi gros que ça, finalement, se faire torcher par un tromblon puis 2 cordes. Ah oui, le moment, j'ai raté la Chris, il y avait un hélicoptère puis 25 gars. Excuse-moi, un tromblon, là, t'as une balle.
Ouais. Il a gagné. Ouais, je sais. Mais c'est comme ça. Mais maman est morte. Maman est morte. OK, donc voilà pour ce qui est du cinéma. On va passer au Mandalorian. Je m'attendais pas à la bande-annonce quand je vous l'ai publié cette semaine. Je savais même pas que c'était prévu qu'on ait une bande-annonce. Ben, c'est quoi? Ça sort au mois d'octobre, là, au Ouais, prochain? le 30. Ben, oui. Ben, vu que l'Halloween est annulé, on va pas la regarder. Hey, ça rock-tu? Ah, c'est très cool. Ah, Mais comment t'appelles ça? de Mandalorian? C'est les aventures de Yado. Ah, Yado, oui, Les excuse-moi. aventures de Yado, saison 2. Les aventures du jeune Yado. Ben oui. Mais ça rock-tu? Ah, c'est très cool. Oh, wow! Moi, c'est une des rares bandes-annonces où j'ai vraiment trippé tout le long. Par contre, j'ai une question pour vous autres. Oui. Est-ce qu'ils ont abandonné le petit côté cheap d'épisode 4 qui me faisait tant plaisir? Je penserais pas, c'est parce que là, j'ai l'impression qu'ils ont mis pas grand-chose, parce qu'il faut pas oublier Exact. qu'avec les personnages qu'ils veulent présenter, tu sais, il était pas pour nous montrer le sable laser d'Ashoka faire apparaître quelque part. Exact. Gideon, il était pas pour nous montrer que possiblement que c'était un site aussi. Il était pas pour nous montrer ben des choses qui ont parlé, puis il était pas pour nous montrer l'armure de Boba Fett non plus. Non, mais je te parle de visuellement, il a l'air d'avoir beaucoup plus d'effets spéciaux CGI qu'il y en avait dans la première saison. C'est pas vraiment du CGI, c'est parce que Mandalorian, la façon qu'il tourne l'émission, va sauver le cinéma à cause du COVID. Parce que les autres, plutôt qu'ils utilisent des écrans verts et tout, c'est des écrans LED qu'en arrière qui projettent des... C'est que t'as pas besoin d'aller on location pour tourner. Ils sont capables de projeter un décor qui est ultra réaliste sur des écrans LED haute qualité. OK. Parce que, tu sais, il y a des extraterrestres qui avaient l'air fait pas mal CGI là, dans la bande-annonce où que je me suis dit, oups, on abandonne un plus peu le ou moins. rubber. Là. J'ai fait comme... Non, il y avait encore un peu de caoutchouc. Il y a encore un peu de caoutchouc. Avec avec rien qu'un œil qu'on voit à la Rien fin. qu'ils soient Stormtroopers avec leur speeder. Là. Ben, c'est ça. Là, j'ai fait comme... Oups, Ouais, t'sais, on a upgradé. Probablement Ouais. que le budget est un petit peu plus haut, mais tu sais, je veux dire, rappelez-vous, la bande-annonce de la saison 1, tu sais, je veux dire, ce qui est l'élément, tu sais, la grosse révélation, Yado, que tu sais, personne n'avait vu venir, puis qu'on Ils apprenait l'ont en voyant le jamais show. vu. Ben, on l'avait jamais vu avant. Fait qu'encore pour la saison 2, je me dis, ils ont mis des images cool. Mais tu sais, il faut s'attendre que la même chose, la grande révélation de la saison 2. Puis je pense que ce qui va Ça être va le être fun. les Jedi. Ouais, ce qu'Alan nous parle, là, c'est clairement, ils vont pas nous Êtes-vous pitcher ça déçu dans la que bande-annonce. déjà... Êtes-vous déçu que déjà, après une seule saison, on retombe dans Jedi Sith? Ben, on tombera pas vraiment là-dedans parce que, tu sais, on a vu la suite, puis on sait que les Jedi ont semi-tombé. Moi, je veux plus une ouverture sur certaines choses. Puis il faut pas oublier que, présentement, les projets de films sont tombés à terre. Oui. Même au niveau de la bande dessinée puis des romans, là, ce qui était supposé de sortir il y a quelques mois, qui était le projet Lumineux, Ouais, là, l'affaire. finalement, qui est le Old Republic, mais pas si old que ça. C'est juste 250 ans dans le passé plutôt que 10 000 ans. Star Wars essaie de se réinventer tranquillement, pas vite. Puis aussi, on avait parlé de la nouvelle qui voulait faire un portail temporel et sortir de la, sortir la dernière nouvelle trilogie. trilogie. Est-ce qu'ils vont essayer de le faire à partir du Mandalorian? Je vais aller chercher parce que si tu vas chercher Ashoka, qu'elle s'est fait résister par les portails temporels des Jedi que tu détestes tant que ça. Ah, que j'haïs. Ah, je sais que t'es ça, sauf que. Ah, c'est correct. je Je sais. l'accepte, là, c'est canon. Tu veux que je Mais fasse, tu sais, mais c'est j'haïs canon. ça. Et, tu sais, c'est parce qu'il faut qu'ils se cherchent une porte de sortie pour se débarrasser des trois Mais derniers là, films là, pour t'es réussir à un- construire Star Wars. Mais là, tu es un excellent politicien. Là. Parce que quand on parle de Star Wars, Alan est toujours un excellent politicien. Ma question, c'est... Moi, j'aimais beaucoup le underground, les criminels, les histoires qui allaient ailleurs dans l'univers de Star Wars. Et là, j'ai peur qu'on retombe dans les pantoufles de Jedi versus Sith, bon versus mauvais, Force et autres. Là. Bon, on dirait que j'ai des gros doutes parce qu'il faut pas que tu oublies aussi qu'ils parlent de retravailler avec Solo et compagnie. Ça fait que si tu retravailles sur Solo, tu retravailles avec Darth Maul et Darth Maul est un seigneur du crime. Ouais. Mais toi, Jean-Nic, Moi, le feeling que j'ai, là, c'est que puis tu sais, ils nous le présentent avec la voix off dans la bande-annonce. Tu sais, les Faut que Mandaloriens tu se l'amènes sont avec son battus kind, contre des c'est ça, des wizards. sorciers. Puis, tu sais, on se dit, ah oui, c'est des Jedi, mais eux autres, ils appellent ça des wizards qui savent pas. Ah, c'est cool. J'ai comme l'impression que la saison, ils vont nous amener sur. Nous autres, on le sait, les Jedi, c'est des gentils. Fait qu'il va devoir aller donner Yado aux gentils pour qu'ils s'en occupent. Finalement, il va se faire trahir, il va avoir un site, il va arriver quelque chose. Et finalement, il va décider de pas donner Yado aux Jedi parce que c'est une zone grise. C'est pas vrai qu'ils sont tous bons. C'est pas vrai que c'est nécessairement ce qui est parfait pour cet enfant-là. Puis d'après moi, la saison va comme se terminer sur cette espèce de zone grise-là encore où ce gars-là est encore pogné avec l'enfant. Puis il faut qu'il continue à l'élever parce que ça donne de c'est superbes pas images vrai. en passant. Ben oui, puis je pense que c'est une belle manière d'amener encore les. Tu dis Jedi bons, les Sith mauvais. Ben là, c'est une belle opportunité de montrer que c'est pas parce que c'est des bons que c'est eux autres qu'il faut En tout cas, moi, j'ai l'impression qu'ils s'en vont d'un endroit où ils s'en vont loin. Là. Quand tu as dit
la voix off, que tu dois aller le rapporter à his own kind. Ouais. J'ai comme l'impression qu'il part pour un long voyage dans des mondes qu'on n'a peut-être jamais Une vus. planète pleine de petits ados. Petits ados, là. Mais non, ça va être super malade. Puis surtout, tu sais, rien qu'on a vu, là, Mando, il est rendu avec son armure, avec tous ses gadgets. C'est Là. beau. Rien qu'il garoche des couteaux partout. Puis, Quand Yado Quand il prend se le temps ferme de dans sa fermer- coquille. il va s'enfermer dans sa coquille. Il regarde autour, bon, ça va brasser. OK. On Il va fait se juste cacher. sortir sa petite main. Il ferme sa coquille. mais Ça donne des super images. Effectivement. Puis en plus, dans la première saison, il y avait un excellent casting. Je pense dans le deuxième, le casting va être encore pire avec Rosario Dawson qui va s'acheter justement en Ashoka. J'ai l'impression qu'il va y avoir des bons moments là-dedans puis qu'on n'a pas fini d'être surpris par la qualité parce que aussi, vu que je parlais tantôt qu'ils essaient de se détacher des films puis qu'ils n'ont aucun projet de film sur le court terme vraiment qui est prêt. Ils ont la voix libre. Là. Non, c'est pas juste ça. Ils n'ont pas juste la voix libre. Ils ont la mallette d'argent qu'il y a dans les films. Ouais. Mais tu Ouais. dis ça, là. Que, C'est tu la sais, seule affaire qui fonctionne en ce moment. Ouais, tu dis Star ça Wars. qu'ils veulent se détacher, mais moi, c'est drôle, là. Puis c'est le sentiment que j'ai à tous les épisodes que j'ai écoutés du Mandalorian. C'est probablement ce qui s'est fait avec Rogue One de plus proche d'épisode 4. C'est pour ça que 5, je te dis se détacher des films, c'est-à-dire se détacher de Skywalker. Ouais, mais je veux dire, c'est ce qui est le plus proche du matériel original. Tu sais, ça sonne pas prequel, puis ça sonne pas sequel. Là. Ouais, mais T'es vraiment dans... Tu sais, genre, t'as des plans dans Mandalorian, tu te dis ça, là, ça aurait pu être inséré dans l'épisode 4, puis j'aurais pas vu la différence. puis là. c'est ça, c'est qu'en travaillant comme ça, en allant chercher sur la nostalgie, puis travaillant vraiment sur l'univers de savoir, ils vont réussir à nous faire oublier ça, puis ils vont pouvoir aller où ce qu'ils veulent. On va arrêter de faire les comparatifs, puis chercher les liens d'un peu partout. Mais, est-ce que ça veut dire qu'on enterre le projet de série Star Wars Senate, qui est une série dans les prequels juste sur le Sénat intergalactique? Vous avez pas vu passer ça? Ça va tellement être bon. C'est 15 épisodes. Tu me niais. Ouais. C'est, OK. Là, tu m'as eu. Hey, j'étais découragé. C'est 15 Là, il y a épisodes. genre rien qu'Alan qui va écouter ça. Oh là. non, c'est 15 épisodes. Ça se passe dans le Sénat intergalactique. Puis c'est la formation de la Trade Federation. Puis là, il y a des... Moi, ça m'aurait intéressé. C'est tous les romans que je lis depuis 3 ans de Star Wars. C'est juste ça, des hosties de débat. Chris, j'ai 25 romans de débat. Pourquoi tu continues? Parce que je suis dans un, il y en a un qui prend un vaisseau qui apporte une pièce qui a servi à construire R2D2. Ça se trouve être dans l'avant-dernier chapitre. Non, Ouais. là, t'as volé un bout de Phasma, le personnage servait à rien, où est-ce que le vaisseau d'Amidala, Là-bas, oui. c'est le métal de ça qui a construit son armure qui sert à rien. Ah oui, qu'il l'a pas protégé parce qu'elle est morte anyway. Ben, elle est morte en tombant d'un trou. Oui, à la Robocop avec son œil. Tomber puis brûler, là, c'est la faiblesse de ben du monde. Mais c'est incroyable. Non, mais ça serait bon comme série. Puis en plus, ça coûte pas cher. Tu sais, je veux dire, tu prends le décor du Sénat dans l'épisode 1 puis tu fais ça pendant Mais, 15 par exemple, épisodes de temps. moi, je voudrais qu'ils fassent un épisode qui travaille beaucoup sur la race de E.T., l'extraterrestre. Oui. Je voudrais connaître leur statu quo dans l'univers de Star Wars. Ça serait bon, ça. Puis ça a l'air qu'il y a un des Puis- épisodes, là. Ça a l'air qu'il y a un des épisodes, c'est un des républicains qui fait ses impôts républicains pendant tout l'épisode. Moi, tant qu'il ramène Yaddle, je vais être content. Yaddle! Ouais, comptable. J'espère que c'est la mère de Yaddo, finalement. Non. Fait que manquez pas ça, là, dans l'univers des prequels, ça s'appelle Star Wars Senate. Ça va être vraiment bon. Ça a Pas l'air- Tenet. Non, Senate. Senate. Et ça a l'air que ça va être vraiment Et bon. l'épisode 3, il paraît qu'il est clé, là, c'est l'épisode où ce que Senna dort au grand complet. Oh oui, c'est ça, c'est l'épisode où tu sais, t'as juste une caméra fixe qui filme le Sénat, puis personne bouge. Puis là, C'est le meilleur. C'est le meilleur. Puis à un moment donné, il y en a un qui shake un peu parce que t'as l'impression qu'il va se réveiller, mais non, il se rendort. Là, tu sais, genre, puis tu fais toujours des, tu sais, genre des teases, là, à la fin d'une émission, là, ça va brasser, là, puis là, t'as des visages un peu, là, puis là, whoop, tu commences l'épisode d'après. Débat de procédure! Puis J'appuie. puis on Je refuse de seconder. puis on attend aussi l'épisode génial où il va y avoir une grosse chicane au débat, puis avec leur capsule qui ronde, ils vont se rentrer dedans comme des auto-tamponneuses. J'ai raison. Ah, fait que ça va être bon. Fait que manquez pas ça. Star Wars Senate, ça a l'air qu'il y a 22 saisons de prévues de 24 épisodes. Et Quand même moins que n'importe quelle série de Star Trek. aussi, n'oubliez pas que si jamais tu mets en crise un sénateur, ça se peut qu'il parte en vrille vers toi. Ah oui, c'est vrai, avec un sable laser caché dans sa manche. Bon. Ramenons-nous, là. OK, c'est correct. Hey, Wonder Woman, tiens, parlons donc un peu de Black Label, parce que, hey, c'est tout moi, ça n'existe plus, hein. Il y a plus rien qui sort chez Black Label. Il y a encore de quoi, mais en format normal. Là. Le Rorschach de Tom King n'est pas là-dessus. Ah oui, c'est vrai. Je pense que c'est le prochain gros Black Bon, Label. non, il n'est pas en format prestige. Non, il n'est pas en prestige. Ben, non. Tree Joker non plus Ouais. en passant. Là.
C'est ça. Donc, Wonder Woman, Dead Earth, qui a probablement été avec Arlene la deuxième plus grosse. The Question, que vous allez me parler plus tard, qui ont été les 3 grosses, je pense, meilleures séries. Ouais, avec Dame. Moi, mais Dame, je l'ai pas compris encore. Fait que je m'aventure pas là. Non, tu m'auras pas là-dessus. Mais. Je peux te le réexpliquer avec les X-Men. Non, Chris. Un épisode Star Wars. Oui. Ce serait bon, ça. On va faire ça dans un épisode spécial de Star Wars Senate. Okay. Genre, on va faire Star Wars Senate, première partie. Après ça va être Batman Dame, puis on finit ça avec les X-Men. Avec Birdman à la Des fin. séries qui n'existent pas, ce serait malade. Ça serait un bon bon. épisode. Ce serait cœur. Mais. Je pense que j'ai reçu un message texte. Oui, tu as reçu un message texte. Tout ça pour dire que Wonder Woman Dead Earth, ça a été notre coup de cœur. Le dernier numéro que tu as lu, Jean-Nic, parce que tu n'as pas lu la finale encore, ça nous laissait avec Wonder Woman qui, Chris, s'est fait un lasso avec la colonne vertébrale de Superman. Là. Spoiler! Je pense qu'honnêtement, il pouvait-tu avoir quelque chose de plus awesome que ça? Ah, c'était complètement débile. C'était... et je suis dans l'obligation de te dire, puis j'imagine qu'Alan ne sera pas d'accord avec moi, que oui, c'était bon, dans un tout, mais c'est probablement le numéro le plus faible des 4. Ah ouais. Ah, Tu l'as pas trouvé satisfaisant? on dirait qu'il a manqué de jus pour la fin. C'est pas vraiment qu'il a manqué de jus pour sa fin, c'est que le message a été plus important Que le awesomeness. que le awesomeness. C'est parce que, tu sais, tantôt, vous parliez de Question, puis ça a presque subi le même problème d'une certaine façon. C'est que son message d'espoir, de reconstruire la société, de redonner confiance aux autres, puis de travailler ensemble, a tellement pris le dessus. C'était un super beau message, ça fonctionnait super bien, sauf que on a eu, contrairement à ce qu'on a vécu avec, mettons, le Last Night on Earth, on parlera pas cette fois-ci du 3e tome de Dead Metal, où ce que c'était, le 3e tome était comme tombé complètement à plat. Cela, lui, dans le Wonder Woman, il avait complètement explosé. C'était incroyable. Sérieusement, Wonder Woman, tout ce qu'elle avait fait au moment où elle avait tué Superman et compagnie. Ça n'avait aucun bon sens. Ça n'avait aucun sens, même au niveau des dessins. Là, on est tombé sur le message. Je trouve qu'il faut y donner quelque chose. Warren s'est fait un plaisir fou. Ses monstres, les couleurs, c'est superbe. Superbe. Les batailles sont belles. C'est super beau là-dessus, sauf qu'à un moment donné, le message prend toute la place. Le message prend la place, puis la fin est... Tu sais, c'est ouvert, un peu comme White Knight. Tu sais, genre, ça se pourrait qu'il y ait quelque chose d'autre. Là, je vous balance la question, j'ai hâte de le lire, mais est-ce que ça se pourrait que c'est pas nécessairement que ça a été pensé comme ça, mais que la lecture soit plus le fun quand quelqu'un va le découvrir comme bout à bout? Oui. Parce que moi, je repense en ce moment au numéro 3, là, l'avant-dernier, puis avec toutes les reveals qui étaient là-dedans, puis même dans le 2e, sur que les créatures, finalement, c'est des Amazones. Puis finalement, que la guerre a décollé, puis c'est le nucléaire qui a fait ça, qu'elle a dû affronter et tuer Superman. Puis, tu sais, je veux dire, wow, on les a eus, ces gros punch-là, ces gros reveals. Puis, tu sais, si tu lis la finale, qui est peut-être moins impressionnante après, ça passe peut-être mieux. Oui, c'est sûr, ça va passer mieux parce que tu n'auras pas eu 2 mois de construire un hype. En fait, là, c'est que c'est véritablement un graphic novel. C'est vraiment ça. C'est pas juste un 6 numéros, un 3 numéros, un 4 numéros. C'est mal découpé dans le sens où ça aurait jamais dû être découpé. Ça aurait dû sortir en cover comme bang. Là. Tandis que Arlene, ce qui était le fun, c'est parce que moi, je conseille dire... Il y avait une montée. Il y avait une montée, puis il y avait Side Quest de Harveden. Exact. Qui faisait que tu avais comme un crescendo qui montait. Puis à un moment donné, ça se croisait. Ça se croisait. Puis la croisade arrivait à la fin du dernier numéro, contrairement à Wonder Woman, où là on a vraiment eu, tu sais, ce que tu as parlé de Big Reveal, vraiment dans l'avant-dernier numéro. Ouais, le climax est arrivé là. Le climax est arrivé là. Puis, tu sais, tout ce qui suit par après sera jamais autant awesome que ça. Mais c'est satisfaisant parce que, comme tu le dis, si tu le lis, tu sais, c'est un peu comme Walking Dead quand vous m'aviez dit qu'il y avait des bouts qui étaient plus lents. Moi, je les ai pas vécus. Parce que moi, j'ai lu la run de 1 à 193 sans arrêt. Fait que moi, ces moments-là, je les ai jamais vécus. Ben là, je comprends un peu plus ce que vous voulez dire parce que je l'ai vécu. Tu sais, de diviser l'histoire, ça a nui, je crois, à l'histoire. Mais tu sais, c'est-tu un gros problème tant que ça? Non, parce que nos auditeurs vont aller se procurer le TP parce que, justement, ils nous écoutent pour savoir si c'est bon ou pas. Puis eux autres, ils vont avoir... Ça prend absolument ça dans vos collections. Je ne l'ai pas encore lu, mais ça prend absolument ça. Mais je les jalouse parce qu'ils vont avoir une expérience vraiment incroyable, honnêtement. Là. Ils vont lire ça. Puis d'abord, s'il est aussi beau le TP que Arlene, ils vont avoir dans leurs mains une superbe pièce de collection, là, on va se le dire. Là. Ils vont avoir des dessins tellement hot. Écoute, j'ai passé plus de temps, je pense, à regarder les dessins dans le dernier numéro parce que les batailles sont fucking awesome, qui me font beaucoup penser à Extremity, d'ailleurs.
qui était son Même précédent sur projet. Mother là. Falcon, que ces monstres qu'il y avait dedans ressemblaient beaucoup. Là. Ça ressemble beaucoup à ça, mais n'importe quel fan de DC Comics va devoir avoir ce TP-là dans sa bibliothèque. Là. C'est sûr, là. Puis ça se lit tellement bien, t'es pas obligé de connaître l'univers tant que ça. Là. Dès que tu sais c'est qui Batman, Superman puis Wonder Woman, je pense que c'est accessible à n'importe t'as qui. assez de Là. stock Puis, pour comprendre. sérieusement, là aussi, Warren, en parlant vite de même, là, dans un des one-shots qu'il y a eu de Dead Metal, il a fait un short. OK. Puis ça short de 3-4 pages. Et dans l'univers de Dead Metal, c'est sur la planète où ce que Batman est devenu un Mad Max. Oh, nice. Ah, c'est vraiment ça. Ah, ça doit être C'est- awesome. c'est- Mais ça, c'est l'autre affaire. Là. Dead Metal, il y a tellement de one-shot qui m'a amené... Ben, il y a un des one-shots que j'ai lu, c'était juste des petites histoires faites par plein de grands auteurs là, sur ce Dans qui se passait cet univers-là. dans cet univers-là. Et Garth Ennis il a fait une histoire qui était magnifique. C'est Ok. l'histoire de Batman sur une Terre qui se réincarne, mais dans un barman de 3-4 mois, et qui réalise que son seul super pouvoir, ben, c'est de brailler. Wow. Wow. Mais là, il y en a plusieurs autres one-shots qui arrivent, puis visiblement, ça ne sera pas réglé avec Endless Winter. Hein? Non, après, Ça Endless devrait être Winter, tout ça annonce ce qui va se passer dans DC. Là. Il va y avoir une ère glaciale, puis DC Ouais. va mourir avec. Mais je suis content. Non, hey, je pense qu'il y avait, dans le dernier preview de DC, je pense, j'étais Ça là, a bon, aucun il y a bon genre 30 séries, 27 que c'est des death metal, puis le reste, c'est les derniers numéros de ce qui est cancellé. Là, on annonce qu'en 2021, le 3/4 des grands auteurs de DC sont comme. Puis là, Puis là, Bendis, il part. Tom King disparaît. Tom King disparaît. Scott Schneider, il disparaît aussi. Puis ils ont leur maxi-série. Là. Ils ont leur série sur laquelle ils avaient déjà Commencé. engagé. Ils s'étaient déjà Et, engagés. Sinon, après, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. Et même Bendis qui lâche Superman. Ouais, ça, c'est assez surprenant parce qu'il avait dit I'm going to be there for a long time. Ça n'a pas été si long que ça. Là. Il y a des rumeurs qui remettent Jeff Jones dans une bonne position. T'as Mark Waid aussi, Mark je pense, Waid qui s'en qui vient a beaucoup de peut-être sur rumeurs Superman. ouais. Mais tu sais, ça peut peut-être donner l'occasion à d'autres. Tu sais, je vous parle souvent de Joel Jones que j'aime beaucoup. C'est peut-être l'occasion de la mettre à quelque part. C'est peut-être De l'occasion de. ramener, comment ça s'appelle la fille Gail qui fait Simon? oui, Simon. Gail Simon. Mais la grosse question, c'est il va rester combien de séries actives après ça? Ben, c'est surtout ça. Puis, quelle série active va rester qui s'appellera pas Batman? Tu sais, Teen Titan, Young Batman, Justice. Teen Titan. Batman, Aquaman Young Justice. crève, Hogman crève. Batman, Aquaman. Aquaman. S'ils mettent Batman en avant de tout, normalement, ça va. Moi, je pense que ce serait une belle opportunité de prendre un petit gars de chez nous, un auteur canadien, puis de le mettre à la tête. Hey, c'est un record. Une grande 41 minutes série. avant que tu prononces son nom. On va reparler tantôt en plus. Ouais, j'imagine. Bref, non, c'est inquiétant quand même ce qui s'en vient chez DC. Puis, tu sais, c'est tout du monde qui ont quitté Marvel pour s'en aller ou presque chez DC. Ouais. Fait qu'ils retourneront assurément pas chez Marvel. Non, surtout qu'apparemment que on va dire les conditions salariales sont Mais pas, tu sais, pas vraiment très bonnes. On parle de chez ça, puis Marvel chez non plus. Marvel, dernièrement, ce qui s'est passé, c'est pas nécessairement mieux aussi. Il y a tellement eu de séries qui ont été annulées. Là. C'est juste qu'on suit un petit peu moins cet univers-là, mais Marvel, il y a eu beaucoup de coups de hache aussi. Hein. Effectivement. Tu sais, toutes leurs séries qui avaient sorti qui étaient comme sur leur caractère, mettons, féminin. Tu sais, tu parles de Black Cat, tu parles de Mary Jane, tu parles de compagnie. Gwen tout, Stacy. Gwen Stacy, tout s'est fait canceller. Là. Exact. Ben, non, il mange la d'ailleurs, marde il y a aussi. eu le deuxième événement de DC, là, leur fandom. Fandom. Ouais, d'ailleurs, Il y a- on n'a peu ou pas entendu parler. Très peu. Puis, tu sais, on se disait tout, probablement qu'ils vont réannoncer les nouvelles séries. Puis tout, ils n'ont pas parlé de tout. Ils n'ont pas parlé de comics. Ça a été surtout un panel pour leur série télé. Puis ça va très bien. Ils ont reparlé un peu des films, mais sinon, c'était plutôt mort là, du côté Non, de la dans le bande monde dessinée, du là. comic. Là, puis là, ils ont recyclé un peu G5 dans quelques one-shots, dans quelques, Ouais, avec ce qu'ils vont faire avec Batman. quelques endroits. Mais pour le reste, c'est Endless Winter. Puis ça a l'air d'avoir été fait sur un coin de table. Là. Ça n'a pas l'air d'être quelque chose qui est préparé depuis très, très longtemps. Là. Puis ça n'a pas l'air très cool. Parce qu'on aurait plus que rien que des covers. Avec des personnages avec des frocs. Là. Ah oui, puis je pense qu'on s'enligne sur quelque chose de... Quoique moi, j'aime ça, là, le plus terre-à-terre. Je pense que c'est Jim Lee qui a dit ça dans une entrevue. Là, les grandes affaires à la Scott Schneider de multi-univers, de multidimensions, puis de triple terre, puis... On peut-tu s'en aller un peu plus sur quelque chose de... Plus dans chacun dans sa série, puis peut-être plus terre-à-terre, mais peut-être mieux écrit. Moi, ça me plaît. Là. Ça vend pas, mais ça me plaît. Ben, tout dépend. Qu'est-ce qui se passe présentement? Oui, le Black le Metal il est sold out, mais Justice League va-tu aussi bien que ça? Non. Non, puis Justice League commence déjà d'un one-shot d'Endless Winter, puis on est même pas... c'est même pas commencé, là. C'est assez triste, là, ce qui s'en vient, mais bon, écoute. Hey, The Question, c'était-tu aussi bon que Wonder Woman Dead Hurt? Mais de la manière que vous en parlez, ça me donne l'impression que ça a fini un petit peu pareil. Genre, puis, en fait, je vais commencer, Alan, puis tu me suivras. Ben, c'est déjà fait, vas-y. c'est rendu là. On va embarquer. Dépêche-toi, Ben, parce parce qu'après ça, c'est Star Wars Senate. Non, c'est
on décolle un 3e balado. Oui, Parler oui, de scène. oui, effectivement. Les séries qui n'existaient pas. Mais ouais, dans le fond, la finale de The Question, j'ai pas trouvé que ça arrivait à plat. J'ai vraiment bien aimé. Par contre, j'ai trouvé que c'était un peu plus soft. Puis le feeling que j'ai eu, là, c'est qu'il y avait une idée, il avait écrit quelque chose, puis ça se rapprochait un petit peu de certains événements qui sont arrivés aux États-Unis. Puis il a comme fait de la merde, je vais changer, je vais coller ça avec l'actualité. J'ai pas l'impression qu'il a changé son histoire tant que ça, mais probablement qu'il voulait faire autre chose. Puis là, il s'est dit, ben là, j'ai comme une opportunité. Ou encore, c'est trop. Ça va trop je vais trop me le faire dire. Oui, exactement. Tant qu'il y a ça, je vais le prendre upfront, parce que on est carrément là-dedans, là, avec tu parles les de Black Lives émeutes. Matter, puis Oui, exactement, là, avec les représailles, puis surtout le côté, genre la population contre la police et tout ce côté-là, là, ça revient comme en premier plan. C'est une belle finale, mais elle est ouverte. Ça me donne l'impression qu'il voulait se dire, bon, ben, c'est un hommage à ce que j'aime du personnage, puis en même temps, ça laisse la porte ouverte pour faire une série, puis ça dit un peu, ça ramène ce que le personnage est supposé être, dans le fond. La vraie qui question, c'est... Qui est fuck l'autorité, puis fuck les... La vraie question à propos de la question, c'est est-ce que ça rend véritablement hommage à Steve Ditko, qui est le plus grand créateur de comics pour The Question? Oui, mais parce qu'il n'a rien fait d'autre. Non, mais il a fait d'autres personnages là, comme Atom Man. Le gars là, qui a des pouvoirs d'insectes. Là. Ah oui, le scorpion. Non, l'autre. Là, Blue Scarab. Il tire des toiles. Là. Blue Beetle, c'est vrai, il a écrit du Blue Beetle. Il tire des toiles. En tout cas, il est rouge et bleu. Là. Spawn. C'est-tu Spawn? Ouais, Spawn, il tire des toiles. Ouais, McFarlane était là-dessus aussi. Hein? Ben oui. Ah, Spider-Man! Deadpool. Non, Spider-Man. Il a aussi créé Spider-Man. Personne s'en souvient. Ouais. Mais Alan, as-tu le même feeling que j'en ai? Ben, effectivement, j'ai le même feeling parce que la série avait commencé avec une histoire de viol d'un politicien. OK. Ça avait beaucoup travaillé là-dedans. Après, on a travaillé sur l'identité du personnage, finalement, qui a de Question qui se réincarnait d'âge en âge. Puis là, tu travaillais vraiment sur ses origines. Puis on est arrivé à la fin où ce que vraiment toute la dénonciation avait amené un conflit avec la police qui protégeait la haute classe. Et là, j'ai l'impression que c'est vrai que là, sa série a eu un clash avec la réalité. Parce que sa série, il a dû commencer à l'écrire l'année passée. Ben, ça fait qu'il ne devait pas s'attendre à ce qui s'est passé là, 2 mois. Fait qu'on va savoir un Lemire cut. Ça fait que finalement, il a vraiment fini ça avec un message justement qu'il allait être... tu sais, parce que j'ai l'impression que son thinking, là, c'était The Question cherche beaucoup son identité et finalement, The Question, c'est une réponse à la société. Dans le fond, puis il est là pour protéger les opprimés, pour se battre contre l'oppression. Puis, genre, l'opportunité était comme trop belle pour utiliser ce qui se passe présentement. Le TP va-tu valoir la peine? Ah, absolument. Parce absolument. Que c'est magnifique. L'art est super belle, l'histoire est super bonne, mais tu sais, puis juste pour vous dire, comme par exemple que le Black Lives Matter, comment peut avoir influencé la série, c'est qu'à un moment donné, qu'il y a une révolution, puis que le monde rentre des policiers, puis il est torche, puis tu te rends compte qu'il y a plein de policiers qui sont corrompus. Il y a vraiment une séquence, ça dure presque la moitié d'une page, que tu as un des policiers qui fait comme de question, je suis de ton bord, puis il faut défendre telle affaire, puis lui qui prend le temps de répondre, fait comme, oui, ça prend des policiers comme toi qui sont honnêtes et droits, là, tu fais comme... Pour moi, à la base, c'était pas écrit, cette scène-là. Non, hein. Peut-être qu'il avait l'impression qu'il voulait pas faire partie de l'engrenage ou qu'il voulait pas faire partie... C'est parce que c'est le problème de plusieurs séries qu'on a présentement, c'est que, tu sais, t'écris une série, puis là, avant que tu arrives à commencer à tourner, tout ça, puis là, ces réalités-là, tu fais comme... Ouais, si je traite ça de même, je vais être dans le tour, il faudra que je m'arrange pour. Je veux pas être l'huile jetée sur le feu. La série, habituellement, la plus populaire du personnage de Question, c'est Dennis O'Neil qui l'avait écrit à l'époque où il faisait aussi beaucoup de Batman. Puis Jeff Lemire, c'est ce qu'il aimait beaucoup. Puis il est allé chercher, j'oublie le nom de cet artiste-là, mais c'est le gars qui était dessinateur sur cette série-là à l'époque qui a ramené pour cette série-là. Fait que tu sais, le côté de rendre hommage, puis il voulait rendre hommage à Dicto, mais surtout à Dennis O'Neil, parce que de la manière que Lemire le présente... En plus, il est décédé pendant cette période-là. Oui, exactement. Puis c'est un petit peu pour ça qu'il voulait faire le projet, puis il a rencontré O'Neil, il a parlé un petit peu, puis en tout cas, c'était sa manière à lui de rendre hommage, puis tu sais, il l'a fait pleinement, puis j'aime comment il a terminé son histoire. Mais mettons que j'ai jamais lu The Question. Tu vas te pareil. Peux-tu lire ça? Je connaissais pas le personnage, j'avais de lire ça. OK. Moi, j'en ai acheté des vieux pour en lire, pour apprendre à le connaître un petit peu. Tu sais, je l'avais vu dans des épisodes animés. Puis on l'a vu dans 52, on l'a vu, tu sais, une fois de temps en temps dans certains trucs dans, de DC. Dans 52, c'était un passage. Dans le fond, c'est quand René Montoya devenait The Question. Ouais, c'est ça. Mais c'était pas mauvais, c'était vraiment très très bon, ça. Ouais. Non, c'était... J'avais pas l'air convaincu, mais je suis très sérieux. Ouais, moi, j'ai adoré ça, 52, c'est fucking bon. Là. Ouais. Puis c'était une des parties les plus intéressantes de l'histoire, ça, la passation de The Question à René Montoya.
Tu lis pas Dead Metal, tu t'intéresses pas à toutes les histoires de Scott Snyder qui Ben, sont probablement le cœur de DC Je vais le Universe. lire dans 5-6 ans. Mais t'as trippé sur 52 qui était un esti d'affaires plates à tous les semaines. À l'époque, ce que Bendis était en train de réécrire les Avengers puis faire des affaires qui étaient awesome. Oh oui, aussi. à une époque Hey, où t'as peur, Ultimate c'était- Universe était à son apogée. Et puis que tu as eu Hey, des c'était- histoires comme T'as peur, House of 52, M, là, c'était- Ah, ça fait... Ah Hey, oui, niaisez-moi, Civil là. War. 52, c'est écrit par Greg Rucka, Mike Wade, puis Grant Morrison. T'as peur, Civil là. War. L'autre bord, t'avais Civil War. C'est Et quoi, t'avais Steve McNiven qui dessinait là-dessus. Hein. T'avais Old Man Logan. Old Man Logan était dans ce temps-là aussi. ça? Ah, c'était bon, mais Nugget, ça, par contre, je peux rien dire. Hey, Civil War, j'en ai rien à c'était foutre. mais- écœurant, T'avais, on parle de l'époque où on avait la run de Hulk de Peter David Oui. aussi. Hey, House of M. House of M, c'était tellement hot. Sérieux. Y a-tu dit 52. qui à Peter David? Oui. Ben, je pense que tantôt, il y avait qu'à marque dans son char, je pile dessus. Hey, 52, man. 52. C'est mon univers. Mais je dirais pas que c'est mauvais, je connais pas ça. Non, OK. Et, Je suis convaincu que c'est bon, le House of M et tout ça. Peut-être juste un mot sur The Boys avant de faire nos poisons? Oh mon Dieu, ça n'a pas l'air de vous tenter. Mais Moi, ça me tente. oblige Ben, pas, en fait, là. Alan d'école, ce que je suis curieux de t'entendre, je sais que tu n'aimais pas la saison 1. Qu'est-ce que tu penses de la saison 2, Léon? Je vais continuer à donner la structure de réalisation puis de tout de Amazon. Sérieusement, on a parlé dernièrement là, des déceptions qu'on a eues à Netflix où ce que tout a l'air est tourné cheap avec un cellulaire à iPhone 11. Tu as l'impression d'écouter un film en écoutant The Boys. Les séquences, la façon que c'est tourné, il n'y a rien qui a l'air d'être cheap Pas là-dedans. cheap. C'est pas cheap. C'est super bien fait. On voit qu'il y a des acteurs qui ont du fun là-dedans. Mais c'est la série de marde. Ah ouais? Ben, de un, là, hein, c'est parce que, tu sais, j'en ai qui n'a pas fini la série, puis il est capable de détacher les deux. Si tu prends, dans la BD, Homelander, c'est un homme avec un plan. Tu sais, c'est lui qui tient la série, puis c'est lui qui contrôle le plan. Dans la série TV, c'est un gars qui pleure tout le temps, puis qui veut boire du lait maternel. Puis qui se fait contrôler par tout le monde, puis qui est jamais capable d'avoir le dessus sur rien. Mhm. Les boys servent à rien, sont vides. Tu sais, t'en as un qui s'appelle Motormill, puis que la raison de son nom, c'est dans BD, c'est parce que c'est le lait maternel de sa mère qui lui donne ses super pouvoirs. Mais là, là-dedans, dans ces séries-là, les personnages n'ont pas de pouvoir. C'est que lui s'appelle Motormill, mais on ne sait pas vraiment pourquoi. Frenchie s'appelle Frenchie parce qu'il parle pas français. OK. Et Butcher, qui est supposé d'être le pire trou de cul de tout l'univers, ben, il est semi-absent, puis il dit fuck une fois par épisode. Mais donc, la série se Mais si vous s'éloigne connaissez beaucoup, là. du matériel, j'ai l'impression. Ah ouais? Ouais, c'est pas juste se détacher, c'est qu'ils ont commencé à lire le scénario, la BD aux premières marches d'un escalier, puis ils ont déboulé en bas, puis à la fin, il n'y en avait plus. Là. En même temps, je suis pas sûr que faire une adaptation, parce que c'est ça, j'ai pas terminé, mais moi, je capote pas sur la série en BD à venir à date. J'ai du fun, mais je trouve que ça a les problèmes de du Gartenis. Parfois, il veut choquer pour choquer. Il y a des bonnes idées, mais tu sais, c'est pas si brillant que ça. C'est rien que là pour choquer. La série, tu sais, ils peuvent pas rien que faire ça pour on lance du trash, on fait de l'hyperviolence. Ben, arrêtez. Tu sais, il faut qu'ils racontent quelque chose aussi. La série de bande dessinée de Gartenis, dans le fond, c'est à l'époque où ce qui était écœuré du style super-héros. Il a dit, je vais écrire le plus gros fuck you de l'univers au style super-héros. Je vais leur faire manger le pire char de marde qui peut pas exister. Puis il a réussi. Mais la série, tu sais, c'est ça. Elle pourrait pas tenir, je pense, avec rien que ça. Ah, Moi, c'est impossible. la force de la série, c'est les personnages puis leur construction, mais c'est aussi la faiblesse, selon moi, puis c'est ce que je reprochais à la saison 1. Quand j'y repense à la saison 1, là, c'est assez court, il y a une dizaine d'épisodes, mais il y a tellement de personnages qu'il y en a que j'étais là, je me rappelle même plus, tu sais, le développement, leur évolution. Puis j'étais là, j'espère qu'ils ne se perdront pas. À venir en date dans saison 2, c'est super intéressant. Tu sais, ils ont centré ça sur certains personnages. Puis il y en a un comme The Deep, là, qui est comme le Aquaman de la série, qui lui, très tôt, ça fait comme crisser dehors, puis il se fait relocaliser dans une petite ville. Puis c'est très, très drôle. C'est une espèce de loser, puis il n'est pas fier de son apparence parce qu'il y a des branchies. Et là, ce personnage-là, il y a comme un arc où il se joint à un culte religieux dans saison 2. Et c'est complètement hallucinant. C'est très, très drôle. Mais en même temps, il y a une espèce de rédemption pour lui parce qu'il est comme... C'est le pire trou de cul au début. Mais là, tu découvres les autres autour, puis c'est tout des dégueulasses, c'est Ok, tout ouais. des freaks.
Puis là, tu te rends compte que lui, ben, tu sais, oui, il est dégueulasse, mais finalement, il y a des raisons qui font ça. Puis je trouve ça intéressant, tu sais, comment il joue avec la moralité et les Puis là, personnages. c'est chaque semaine, hein? Ça fait chier. Hey, 3 épisodes. Là, ils ont sorti la série première semaine, 3 épisodes. On a eu le 4e la semaine dernière. On va avoir le 5e demain. Ah, ça m'irrite. Là. J'aurais aimé ça. C'est fini cette époque-là. Là. Mandalorian, ça a marché. Puis on se posait la question. Saison 2, j'ai hâte de voir ce qu'ils vont faire. Moi, j'aurais pris ça tout d'un coup. Ça me fait suer de Boys que ça sorte pas. Mandalorian, ça va peut-être me déranger d'attendre parce que, tu sais, c'est une série souvent ce que tu es capable d'attendre entre les épisodes. Moi, c'était presque stand-alone. Le côté pour décanter, malgré le fait que ils disent que la deuxième saison va être plus narratif, un peu. Okay. Mais au niveau de des séries comme The Boys, puis The Boys, un autre point que j'ai trouvé négatif, je sais pas pourquoi ils ont été joués sur le plateau de Netflix là-dessus, là, 1h06, là, lâchez-moi le style d'1h06, c'est 42 minutes un épisode, OK? 42. Mm-hmm. Ah ben, si je m'ennuie pas, moi, ça peut être plus long, ça me dérange pas. Ben, c'est parce que non. Ouais, parce qu'à un moment donné, tu tombes facilement dans le Game of Thrones. Ben, c'est pas juste ça. 20 minutes de bon à la fin, 20 minutes de bon au début, puis de la merde dans le milieu. C'est pas juste ça, c'est parce que tu sens que des séquences sont ajoutées, puis si tu écoutes 2 épisodes d'1h06, t'es rendu à 2h12, ce qui donne 3 épisodes de 42 minutes. Ça fait que, tu sais, on a de moins en moins de temps pour consommer notre stock aussi. Sacrément, Alan écoute ces épisodes comme il est comme un mathématicien. J'aurais jamais allumé là-dessus, moi. Moi, je chante le temps que j'écoute de quoi. Sacrément. Ben, moi, je te dirais, il y a des affaires de 20 minutes que j'écoute, puis ça me fait plus chier qu'un film de 2 heures. Ouais, j'ai l'impression que moi, ça si dure c'est 2 heures, bon, là. si j'ai du fun, je à regarde peu pas près le comme temps. le World Deck Go. de Star Trek. Oh, God, est-ce que c'est mauvais, ça? J'ai réussi à écouter 3 épisodes, puis je me suis forcé pour le 3e. En passant, tu vas aimer ça parce que Star Wars Senate, là, c'est des épisodes de 15 minutes. Mais tu vas avoir l'impression que ça dure 4h15. Mais il va y avoir dans le 15 minutes, il y a un Previously On de 10 minutes. Et on the next chapter, qui dure aussi 15 minutes. Et il y a des rumeurs qui veulent que Hans Zimmer fasse la musique. Ta 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 ta. On va couper son montage. Je seconde. Puis on va se réaliser que finalement, que celui qui fait la musique, ben, c'est un sénateur qui s'est endormi sur son clavier puis qui se tourne la tête une fois de temps en temps. En fait, ce qu'on a donné un caméo à Hans Zimmer, il est dans une capsule en arrière puis il s'accote la tête sur le clavier. Ça va être super bon. Hey, sérieusement, plus j'y pense, là, et plus je veux cette série-là, Star Wars Senate, je veux absolument voir ça. Ça doit être super bon. Mais c'est ça, c'est parce que The Boys, je donne toutes les qualités, puis sérieusement, au niveau narratif, puis même au niveau humour, la deuxième saison fonctionne beaucoup plus. C'est que quelqu'un qui connaît pas le matériel, qui veut écouter une série et avoir du fun, ça va passer tout ça. Sauf que, mettons qu'on compare avec Umbrella Academy qu'il y a eu dernièrement. Mm-hmm. La qualité n'est pas pareille. Ouais, Umbrella est supérieur. OK, Poison. Je vais commencer avec Alan. Poison, je vais perdre plusieurs personnes avec mon poison. Je me lance. Oui, c'est ça qu'on veut. Ouais. Des abonnements massifs. Ouais, ça s'appelle J'envoie chier les auditeurs. Non! Alors, j'ai fait une liste de ceux qui aiment notre page. Et Mais je peux aller chercher des nostalgiques de jeux de rôle, par exemple, des fin 90, début 2000. Il y a une nouvelle maison d'édition de comics qui s'appelle Vault Comics qui a commencé dernièrement, qui lance plein de trucs différents. Puis ils ont commencé une série qui s'appelle Vampire the Masquerade, qui est basée sur le jeu de White Wolf de l'époque. Moi, j'ai été un grand fan du jeu de rôle. J'ai beaucoup joué. J'ai fait des grandeurs nature pendant 5-6 ans. C'est vraiment un univers que je connais beaucoup, que j'ai vraiment apprécié. Dans le temps, avec Patrice Rivron, on avait beaucoup joué à ce jeu-là aussi. J'ai décidé de me lancer. J'ai fait une BD sur un univers. Pourtant, il avait rebooté. Le jeu de rôle avait changé par bien longtemps. J'ai comme, il lance une BD sur Mascarade. Je vais m'essayer. Je rembarque la BD. Honnêtement, si vous connaissez pas l'univers, lancez-vous pas là-dedans. Ah non, c'est très inside. Ouais, tu vas rien comprendre. Ouais. Ils vont parler des maisons, ils vont parler des clans, les toréadors, les brouhards. Tu vas voir des références avec les trémères et compagnie. Si je viens de tout ce que je vous dis, si je vous dis c'est un kétif puis vous comprenez pas, c'est pas fait pour vous autres. Mais honnêtement, ça respecte vraiment l'univers. C'est bien écrit. C'est que si vous tripez sur l'univers de White Wolf, c'est vraiment quelque chose qui est incroyable. Et c'est tellement pensé pour les fans que quand tu arrives à la fin de la bande dessinée, ils présentent les personnages principaux avec un character sheet de jeu de rôle avec leurs statistiques de jeu. Ça fait que tu es capable d'avoir le background au grand complet du personnage qui est tout décrit avec toutes leurs stats. OK. C'est que c'est là, vraiment... c'est-tu en TP ou c'est déjà en train de rouler? Le deuxième numéro est sorti cette semaine. OK. C'est tout récent, Là. Pendant que tu me parles de ça, Berserker, c'est-tu bientôt, ça?
Ça commence dans pas long. Le deuxième numéro, il était dans le preview de ce mois-ci pour le commander. C'est que ça devrait commencer au mois d'octobre ou novembre. Mais, d'ailleurs, j'ai fait aucune commande dans le preview. Hein. Je suis en train de penser à ça. Tu as fait le suivi de ce que j'avais déjà? J'ai fait de mon possible. Bon, c'est bon, je règle ça en ondes. C'est correct. Mais aussi, puis sinon, aujourd'hui, sur Netflix, première saison de Dragon's Dogma disponible, basée sur le jeu vidéo de Capcom que plusieurs personnes doivent connaître. J'ai commencé à écouter le premier épisode. C'est fait en shell shading, mais qui est un petit peu moins tannant sur l'œil que, mettons, Ghost in the Shell dernièrement. Si vous avez aimé le jeu Dragon's Dogma, lancez-vous là-dedans. Ça a l'air bien respecter l'univers. Et si vous avez aimé Castlevania, ça a l'air d'être dans la même veine. Jean-Nic, oui. Ton poison? Star Wars Senate. De quoi je parle cette semaine? Je viens de me relancer. Moi aussi, je vais perdre du monde. Parce que là, je vais vous parler de quelqu'un qui... je vais vous parler d'un type qui est pas très populaire présentement. Jeff Lemire? Non. Non, okay. Non, on en a parlé dans The Question tantôt. Très, très bon The Question. Achetez The Question. Encouragez Jeff Lemire, en tout cas de chez nous. Je suis en train de réécouter les Buffy avec ma blonde. Josh Whedon n'a pas la cote présentement. Non, vraiment pas. Mais maudite merde que c'est bon. Puis je suis content de retomber dans cet univers-là. Vous allez vous taper Ali McBeal après, j'espère? Non, absolument pas. Okay. Mais tu sais, il y en a les séries des années 90, tu sais, pour les geeks, c'est soit X-Files, soit Buffy. Moi, j'étais Team X-Files. Moi, j'étais un Buffy. Ma blonde, c'est une X-Files, mais là, je l'amène tranquillement dans Buffy. Puis tu sais, ça a les défauts d'une série des années 90. Là, je veux dire, c'est du monde. Ouais, c'est du 20 épisodes. C'est des adultes de 37 ans qui jouent des personnages qui en ont 17-18. Ouais. Mais c'est drôle, c'est bien écrit. Beaucoup de fun dans la saison 1. La saison 1 est plus courte, c'est 12 épisodes, parce que je ne savais pas si elle allait être cancellée ou non. Puis il y a un peu plus d'épisodes. On est dans l'X-Files, des Monsters of the Week. Des épisodes qui ne servent à rien. Là, on embarque dans saison 2. Smallville, ça a été ça pendant 2 saisons. Puis c'est un univers tellement riche qu'il a créé avec ces saisons-là. Puis je me rappelle de plein de moments que j'avais adoré là-dedans. Puis je suis content de retomber dans cet univers-là. Tu dois les pogner pour pas cher en plus? Ça fait longtemps qu'il était acheté. Mais moi, ils les avaient jamais vus. Fait j'ai les coffrets DVD. Mettons qui se dit c'est une bonne idée. Oui, c'est 9,99 sur Amazon. À peu près, là. Puis ça vaut la peine de posséder ça. On va écouter Angel après. Puis Whedon avait continué, dans le fond, la série avait été cancellée après la saison 7. Puis il a continué en bande dessinée, saison 8, saison 9. Il l'a fait pour Angel aussi. C'est Boom Studio, je pense, qui est rendu avec ça aujourd'hui. Donc, Boom, ils ont fait un reboot de la série, par exemple. Ça, c'est recommencé à partir de la saison 1. C'est que les gens qui ont aimé ça puis qui veulent redécouvrir Buffy sur un nouvel angle plus contemporain, chez Boom, qu'est-ce qui est publié présentement, c'est un reboot de ça. Et c'est encore Whedon qui est à la tête, qui écrit la plupart des numéros, il me semble, ou sinon, il reste comme producteur. C'est vrai que quand tu ouvres le comic, tu te fais pogner le cul? Apparemment. Puis il y a une voix de comment il s'appelle, Ray Fisher. Chiale, arrête de faire ça. Qui tranquillement pas vite, j'ai l'impression qu'il y a une partie de ce qu'il dit qui est vrai, puis il y a une partie qui fait comme ce gars-là, il s'était fait promettre un film, puis une grosse carrière à Hollywood. Ça a planté, ils ont coupé le 2/3 de ses scènes dans Justice League. Puis là, il est ta mère en vache. Je pense que Josh a l'air d'un tout croche un peu sur le film. Je pense que Ray Fisher, il est comme ma mère de ne pas avoir de carrière. Je l'ai lu, là, puis là, ça finit jamais. Là. À toute fois qu'on lui donne raison, puis j'avais oublié de vous dire. Ouais, mais là, c'est parce que... Là, tu peux-tu le déballer une fois pour tout ton sac? Parce que, tu sais, ouais, c'est ça. Vite, là, parce que là, c'est comme à tous les semaines. C'est comme, hey, oubliez-moi pas. Puis là, il y a ça. Puis là, il y a ça. J'ai oublié de vous dire qu'il y avait ça. Pas juste ça. Je pense que dans la dernière semaine, ce qui a fait le plus mal à Ray Fisher, c'est quand les enquêteurs ont voulu parler, puis qu'il a presque raccroché le téléphone. Ben, c'est ça. Tu sais, à m'amener, c'est parce que là, aide-toi, man. C'est l'important quand tu as une histoire, c'est d'être cohérent puis de la suivre. Exact. J'aimerais ça entendre le point de vue de Whedon aussi. C'est triste qu'il parle pas, puis qu'il... Mais tu sais, il y a peut-être des affaires à se reprocher aussi, puis tant mieux s'il prend ce temps-là. Parce que c'est peut-être un trou de cul, c'est un bon créateur, mais c'est peut-être un cave puis qui paye pour ce qu'il a fait. Il a scrappé Justice League en sacrement, là. Ça, c'est indéniable. Inquiétez-vous pas, Snyder va le scraper une deuxième fois. OK, j'y vais avec le mien. Et je suis content parce que c'est quand même quelque chose que Jean-Nic aime, mais qu'il n'a pas lu. C'est rare. Pas encore. C'est rare. Oui, moi, de chanceux, j'ai hâte. Je suis dans le Kirkman Universe. Moi, après avoir lu Walking Dead, tu m'as fait lire Invincible, que j'ai trippé d'ailleurs. Il me manque le 3e compendium que je vais me commander bientôt. C'est ma fête d'ailleurs. Bientôt. Donc, tu vas te commander ça pour ta fête? Ouais, j'aurai une petite trentaine d'argent. C'est les autres qui sont supposés te faire des cadeaux. Ouais, je sais bien, mais à cette heure, je demande de l'argent puis je m'arrange avec. Mais bref, tout ça pour dire que je vais le finir très, très bientôt. Mais pendant ce temps-là, je cherchais quelque chose d'autre de Kirkman. Puis Oblivion Song, c'est probablement ce qu'il a fait de plus récent. Puis là, je me suis dit, tu sais, je me suis tapé Walking Dead, qui a été pas mal son premier travail. Je me suis tapé Invincible, qui est pas mal, tu sais, déjà fini depuis un petit bout. Il est rendu où, Kirkman? T'sais, il est-tu encore bon? Il est-tu encore capable? D'après ce qu'on a eu dernièrement, quand ça s'appelait Power Shows, là, il est encore excellent. Outcast, que je vous ai parlé, que je suis en train de lire, Thief of Thieves. Ben, m'a dit que Oblivion Song, c'est bon en tabarnak.
C'est bien simple, OK? Philadelphie, il s'est passé un accident. Fromage? Non, Philadelphie, la ville. Il s'est passé un accident et tout un quartier a disparu et a été remplacé par le même espace physique d'une autre dimension qui vibre à une autre fréquence que la nôtre. Ça a duré quelques minutes et finalement, il y a juste ceux qui ont... des scientifiques qui ont réussi à traverser l'autre bord. Donc, à revenir dans notre monde. La police, l'armée a été impliquée, ils ont été obligés de nettoyer ce quartier-là, ils en ont fait un désert parce que la végétation puis les créatures n'ont pas réussi à survivre dans notre univers. Mais le scientifique qui est revenu se dit, écoute, il y a encore plein de monde qui habitait ce quartier-là, qui sont pognés dans l'autre dimension, on doit aller les chercher, il faut aller les sauver. Et ça donne que son frère est dans cette dimension-là, puis ça devient une quête personnelle pour lui. Il invente de la technologie qui lui permet de retourner dans cette dimension-là, puis il part à la chasse, puis il tire le monde avec des fléchettes, puis ces fléchettes-là les ramènent, puis il est capable. Mais on se rend compte que ceux qui reviennent de l'Oblivion, parce qu'ils appellent ça comme ça, sont devenus des mésadaptés. Sont plus capables de fonctionner en société, ils sont plus capables de notre monde, ils sont plus capables... Ils ont vécu dans un monde complètement sauvage, complètement débile, avec des créatures, c'est complètement fou ce qu'ils ont vécu. Puis là, ils reviennent genre métro, boulot, dodo, avec tout ce qui vient avec. Il y en a qui réussissent, mais il y en a qui réussissent pas. Et sans dévoiler trop de punch, il retrouve effectivement son frère qui finalement, il développe une relation entre lui et son frère de Xavier Magneto. Lui dit, on doit ramener tout le monde dans notre dimension parce que c'est là que vous devez vivre, c'est votre monde, c'est ça. Et l'autre, son frère, dit, et si notre vie était meilleure là-bas, où on n'a pas nos problèmes, où on peut se réinventer, où on a bâti une communauté, où ça fait 10 ans qu'on est là et qu'on survit. Il dit, toi, t'as vu juste Philadelphie, puis quand tu refais tes voyages, tu vois juste du monde qu'on envoie, genre, en éclaireur à Philadelphie nous chercher du stock, mais t'as pas vu tout ce qu'on a bâti, tout le monde qui sont heureux. Pourquoi on laisse pas le choix aux gens de vivre dans notre monde ou de venir vivre dans l'Oblivion? Et toute la dynamique Xavier Magneto que Kirkman a créée avec ces deux personnages-là et les deux mondes parallèles, c'est du fucking génie. Il se fait crosser par son frère à tout bout de champ qui est pas capable de pas y faire confiance puis d'être en équipe avec. À tout bout de champ, son frère, il bousille ce qu'il est en train de faire. Il ramène des monstres. Écoute, ça va mal. Ça va jamais comme il pense. J'en suis au 3e TP et honnêtement, j'ai tellement de fun, là. C'est tellement le fun. Mais là, tu parles du Kirkman. Y a-tu une idée de fin ou c'est... Écoute, comme dans Invincible et dans Walking Dead, il plante déjà ses futurs arcs. Et déjà, on sait qu'on va rencontrer une race extraterrestre qui a l'air d'avoir une intelligence particulière qui évite l'autre côté. On s'enligne sur déjà, 150 numéros encore. Ouais, là, déjà, il y a des trucs. Tu sais, la première arc est terminée, là, où tout le monde a choisi son monde, où est-ce qu'ils vont vivre. Mais là, déjà, là, on voit que dans les prochains TP, il y a d'autres problèmes liés à ça. Je vous donne pas de punch sur qu'est-ce qui est arrivé, pourquoi c'est arrivé l'événement, pourquoi il y a un quartier de Philadelphie qui a disparu il y a 10 ans, pourquoi ils se sont ramassés dans un autre monde, Et il y a des personnages qui sont succulents comme d'habitude. Honnêtement, là, tombez là-dessus. D'après moi, c'est la prochaine grosse série de Kirkman qui va durer, comme tu viens de le dire, Alan, là, 150, 180 numéros. Là. Puis cette fois-là, je vais avoir eu l'occasion de la faire en petit TP. Il y en a déjà 4 de sortie. J'attends le 4e cette semaine. Le 5e est prévu en janvier. Donc, est en ongoing. Elle continue d'avancer. Vous allez aimer les personnages. Les dessins sont superbes. Les créatures me font penser à Warren, là, qu'on a lu un peu sur Wonder Woman. Il y a des affaires complètement buzzantes. Tu fais comme, wow, à quoi qu'il a pensé? Et ça donne des moments... Puis, tu sais, encore une fois, il y a des thèmes qui sont chers à Kirkman. Tu sais, je vous ai envoyé une image. Là. Ouais, le thème du leadership. Le thème du leadership, de la décision, de qu'est-ce qui est vraiment être bon et qu'est-ce qui est vraiment être méchant, du point de vue, ça dépend de qui. Non, vraiment, une excellente série. Je vous le conseille fortement. Je vais probablement vous la prêter. En tout cas, toi, Alan, pas Alan, mais j'en ai que je suis convaincu que tu vas aimer ça. Il y a de la misère à écrire ce mauvais stock Kirkman. Hein? En fait, je suis en train de me demander s'il n'est pas comme Stephen King puis il n'y a pas genre du monde qui écrit pour lui. Au nombre de séries qu'il écrit présentement, c'est sûr qu'il y a une équipe. Il est comme Bendis. Chez DC. Sauf que chez DC, ils ont commencé à écrire le monde qui écrivait avec ça. Quand tu une série, tu vois la deuxième personne qui écrit. Il va falloir parce que Stanley a fait ça pendant des années, 1%. Là. Mais très, très bon. Donc, Oblivion Song, qui est... Le titre, c'est... il appelle l'Oblivion Song parce que dans le monde, il y a une sonorité qui est tellement étrange
Que c'est comme la musique. Eux autres, ils appellent ça l'Oblivion Song. Tu sais, tu le sais que tu es dans ce milieu-là, dans ce monde-là, parce que tout est différent. Là. L'univers, l'atmosphère, même s'adapter à cet univers-là, c'est différent parce que c'est vraiment une question de vibration. Fait qu'on est vraiment dans dans une dimension, dans un parallèle, dépendamment de la fréquence de tes molécules et autres, etc., etc. Bref, c'est vraiment bien fait. Très, très bon. Messieurs, on se dit dans 2 semaines. Exactement, dans 2 semaines. À ta boy, puis bye bye.